C'est parti pour le test du Philips OLED Plus 910, un téléviseur qui s'inscrit plutôt parmi les modèles haut de gamme que j'ai ici reçu dans sa version 65 pouces. Et je sais que c'est encore une marque qui vous interpelle parce que j'ai pu le constater. Alors le constater soit dans l'espace commentaire d'autres vidéos YouTube, notamment où je vous présentais un petit peu la technologie de ces dalles Meta 3.0 à côté du Panasonic Z95B, à côté du Bravia 8 M2. Et les tests du Bravia 8 M2 également seront à découvrir très prochainement sur la chaîne. Cette fin d'année va vraiment être très rythmée. Je l'espère réussir à tout produire avant cette période du Black Friday où les offres devraient être agressives. Puis d'ailleurs, quand je vous parle du Black Friday, on a Black Friday Cyber Monday, mais je pense qu'on va encore partir sur un Black November assez énervé. Bon, j'en reviens à mon petit sujet qui est ce produit. Comme j'ai dit, on est quand même sur un téléviseur qui est assez haut de gamme, mais qui interpelle. Vous me sollicitez sur ce produit. Vous êtes curieux. Qu'est-ce que ça vaut? Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. C'est quand même une marque qui a une histoire. Ça a été pour moi d'ailleurs, un petit aparté, mais ma première grande télé dans le salon, entre guillemets, et puis ensuite la plus petite pour la cuisine, et puis le magnétoscope, et puis on a tout ce que ça représente, et puis on a ce caractère original qui ici n'est pas très bien mis en valeur parce que l'éclairage est important dans la pièce, mais c'est l'Ambilight. Et ça tombe bien parce que l'Ambilight, lui aussi, il évolue. On n'a pas la version ici la plus haut de gamme qui est l'Ambilight Plus, dont je vous ai parlé également lors de l'annonce de cette gamme 2025 de TV. Je vous ai fait une vidéo sur les produits OLED et puis je vous ai également fait une vidéo sur les téléviseurs LCD et LCD mini LED en l'occurrence, et c'est au sein du mini LED M-LED 950 que l'on va retrouver vraiment l'Ambilight Plus, qui est un petit peu, je sais pas si on peut dire que c'est le MLA la micro-lentille de l'Ambilight, mais en fait il a des formes de capsules autour des diodes qui sont positionnées à l'arrière du TV, qui étendent encore un petit peu la portée de ce phénomène, de cette immersion qu'apporte l'Ambilight. On est néanmoins ici sur l'OLED Plus 910 sur une technologie dite à 4 côtés. Bon, sans surprise, cette OLED Plus 910 est le modèle haut de gamme qui exploite la dernière génération de dalles LG Display, en l'occurrence les Meta 3.0, ou autrement dit aussi les dalles White OLED de 4e génération, ou OLED Primary RGB Tandem. Ça, je vous le redis encore un petit peu cette année. On verra ce qui va se passer en début 2026 au moment du CES de Las Vegas pour voir s'il faudra représenter des choses, mais je vous le redis, vous avez de toute façon sur la chaîne une vidéo qui vous explique les 5 principales choses à savoir sur ces nouvelles dalles White OLED de 4e génération, dont on parle souvent de la performance en matière de luminosité qui débarque sur des mires à 3 à 10% sur le blanc, mais aussi sur les couleurs, 4000 nits sans pic, 2100, bref, tout ça, vous avez des explications, et puis je vous les avais également resservies au moment du test du Panasonic Z95B. Là aussi, cette vidéo, elle est disponible, allez la voir. Vidéo sur ce Z95B Bravia 8 M2 et ici le Philips OLED Plus 910, pour laquelle d'ailleurs je tiens vraiment à vous remercier parce que l'accueil de cette vidéo a vraiment été génial. J'ai beaucoup de messages de remerciements. Il faut vraiment que je prenne aussi le temps d'y répondre, mais je prenais un certain risque, je le savais, à faire cette vidéo, un risque éditorial et puis un risque également concernant votre accueil. J'étais pas sûr que ça plairait à tout le monde, mais pour le coup, vous avez été plutôt bienveillant, curieux, etc. Cette vidéo fonctionne bien et donc je suis d'autant plus ravi. Je reste convaincu qu'il est primordial de pouvoir faire des gros comparatifs comme ça, enfin faire des vidéos dans lesquelles je mets plusieurs téléviseurs en scène. Et j'y travaille. Si vous êtes sur le Discord, vous savez que j'y travaille pour me créer un studio de tournage. Bon, bien entendu, il faut rappeler que aussi bonne soit cette dalle de LG Display, elle n'est rien, entre guillemets, sans un bon chef d'orchestre, et en l'occurrence, je veux parler du processeur. Alors chez Philips, je vous rappelle que ça s'appelle P5 Gen quelque chose. Bon, là, c'est du P5 Gen 9, associé toujours à cette surcouche AI Adaptive Intelligence. On sait que le constructeur est clairement assez libéré sur l'utilisation des algorithmes, le surtraitement de l'image. Alors parfois ça donne des trucs assez cool, et puis parfois c'est un petit peu too much. Chez Philips, on est plutôt à l'aise avec ce sujet-là et on le porte régulièrement sur le devant de la scène, et en 2025, ça a vraiment été le gros du propos, une bonne partie du propos a été sur leur technologie AI Gamut Enhancer, qui consiste tout simplement à dire on a des téléviseurs avec des dalles White OLED extrêmement performantes et on les alimente essentiellement de contenu SDR. Bien entendu, j'ai
j'exagère peut-être un peu le trait, mais on n'a pas encore tous les contenus qui sont en HDR avec de la bonne grosse metadata, et donc on se charge d'optimiser les contenus pour nos spectateurs. Alors tout ça, ça va être à l'appréciation de chacun. Et puis ce que représentent vraiment les codes du cinéma que l'on pourrait avoir, et ces codes qui ont quand même bien évolué, y compris chez les grands noms comme Sony ou Panasonic, où on a des modes cinéma, ou en l'occurrence ici parfois des choses comme le home cinéma, qui sont plus là pour vous en mettre plein les yeux, parfois même se rapprocher un peu du mode magasin. Bon, pour le reste, donc ces caractéristiques techniques, elles vous recensent également d'autres points forts à savoir, c'est qu'on n'a pas de concession sur le HDR, Dolby Vision, on a la prise en charge du Dolby Vision, du HDR10, du HDR10+ adaptive, rien ne fait défaut. Je l'ai dit, le HLG, bien entendu aussi, pas même naturellement le Dolby Vision Gaming. On est là sur une dalle qui peut faire du 144 Hz. Je rappelle que seul LG, sur son G5, nous a fait une dalle capable de faire du 165 Hz, alors sur une dalle White OLED de 4e génération, on s'entend, il nous propose du 165 Hz, par le principe du DSC, et ici donc du Display Stream Compression, et ici Panasonic comme Philips se limitent eux à du 144 Hz. Enfin, il reste un dernier argument de taille en faveur de cette OLED Plus 910, c'est sa partie audio. On est là sur un système 3.1 réalisé en partenariat avec Bowers & Wilkins. Celui-ci délivre une puissance totale de 80 watts RMS. La composition, plus exactement, de cette barre de son, je vous l'avais fait découvrir à l'occasion toujours de cette présentation en début d'année. J'avais eu la chance d'assister à un atelier organisé par Philips et Bowers & Wilkins qui nous avait exposé chacun des éléments. On pouvait donc voir qu'on avait 3 blocs répartis dans la barre de son et chacun de ces blocs était composé de 2 haut-parleurs pour les moyennes fréquences et d'un tweeter de 19 mm. Conception vraiment très soignée, très élégante. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet atelier. Et puis, les démonstrations qui en étaient faites également. Et puis, au dos du TV, on a un caisson de basse avec radiateur passif qui délivre à lui seul une puissance de 30 watts. Donc, on est sur quelque chose de plutôt bien conçu. Ça fait quand même une réelle grosse différence quand on a une barre de son avec ce son qui nous est envoyé directement en façade plutôt que quand on a des trucs qui sont intégrés en dessous, au-dessus. Bon, voilà, ça fonctionne pas exactement de la même manière et j'ai tendance clairement à préférer ce genre de choses. Bon, alors donc du coup, Philips OLED Plus 910, un bien beau téléviseur, mais alors combien ça coûte ? Alors ici c'est le 65, mais il est aussi décliné en 55 et en 77, et donc 55, 65 et 77 pouces, les prix respectifs, c'est 1999, 2499 et 3999 €. Prix public au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir les trouver moins chers, etc. Mais c'est le prix que j'ai pu relever au moment. Là, on est exactement le 21 octobre et c'est donc les tarifs que j'ai relevés. Donc, ce qu'il positionne toujours à cet instant T assez proche du LG OLED G5 avec des prix qui, là encore, pour le 55, le 65 et le 77 sont respectivement de 1890, 2690 et 3490 € dans les tailles équivalentes. Mais attention, il faudra ajouter potentiellement le surcoût du pied. Et puis, assurément, selon mon point de vue, ce dont je viens de vous parler, dans le cas du OLED G5, pour moi, je pense qu'il faut à chaque fois lui ajouter un système audio, parce que si vous êtes abonné à la chaîne, si vous échangez avec moi régulièrement, je pense que vous avez compris, et sans doute même si vous avez vu mon test du G5, que clairement ce produit, aussi performant, aussi élégant, aussi polyvalent soit-il, sur l'audio, on n'est pas à la hauteur de la qualité de l'image. Et ici, ici c'est un peu le cas quand même. C'est vrai que du coup, il faut faire certaines concessions peut-être sur la partie ergonomie. Pas sûr, parce que c'est maintenant de cela dont je vais vous parler, et clairement, je vous l'ai dit, Philips, ils font une réelle différence. Je vais vous parler, par exemple, de cette télécommande, donc qui est livrée dans son petit coffret en carton, et puis le soin qui est apporté aux matériaux. C'est assez, c'est assez inexplicable. Pourtant, franchement, je suis vraiment pas un fanboy de la marque, je suis pas quelqu'un qui va s'enthousiasmer comme ça de la moindre chose, mais par contre, j'aime les petits détails. Et clairement, ce que Philips nous fait vivre avec cette télécommande, je trouve que ça se positionne plutôt bien. Vous savez à quel point je suis capable de critiquer la télécommande de chez Samsung, que je juge
trop minimaliste par exemple, eh bien là on est dans un format qui n'est pas beaucoup plus grand, elle est compacte mais pas trop, elle tient très bien en main, elle fait très qualitative avec des formes arrondies en partie basse, des formes plus carrées en partie haute, c'est très élégant, on a une espèce de toucher légèrement rugueux qui donne pas une impression de pas de touche grasse mais de voilà, je sais pas comment vous l'expliquer, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus qualitatif et surtout elle a un argument de taille, c'est qu'elle est rétro-éclairée. Et ça, pour moi ça fait une réelle différence puisqu'en plus le rétro-éclairage il concerne toutes les touches, c'est pas un rétro-éclairage partiel. Et puis il y a un autre sujet, c'est qu'on n'est pas juste sur un simple rétroéclairage, on est sur un rétroéclairage malin, parce que oui, on a quelques raccourcis qui sont présents, les touches de Netflix, Prime Video, YouTube, etc. Mais en plus, on a une petite touche 1, 2, 3 qui transforme cette espèce de télécommande un peu minimaliste en une véritable télécommande dotée de ces touches numériques lorsqu'on va regarder la TNT directement depuis son TV ou qu'on va avoir besoin d'utiliser les chiffres 1, 2, 3, bref, vous avez compris, eh bien on presse cette touche, les chiffres apparaissent et en plus on a dans la partie basse les petites touches de raccourci rouge, vert, jaune, enfin orange, bleu, là, ces espèces de touches consacrées un temps au télétexte, j'en sais rien, bref. Eh bien, on a en plus des touches, cette fois-ci qui sont à usage de player multimédia, avec la touche lecture, pause, retour ou rembobiné et avancer ou accélérer. Donc vraiment là-dessus, je trouve que Philips nous joue de l'innovation. C'est une innovation qui peut sembler un peu amusante, un peu légère, mais franchement ça fonctionne très très bien. Et du coup, vous l'aurez compris, on n'a certes pas de panneaux solaires plus ou moins bien intégrés, d'ailleurs en fonction des marques, on n'a pas de panneaux solaires ici pour recharger la télécommande, mais en même temps, on a un connecteur USB type C, le câble est fourni, et puis des câbles USB type C, on en a tous à peu près partout. Il y a même un connecteur USB sur le téléviseur si on souhaite laisser pendre un câble pour venir recharger sa télécommande lorsque ce sera nécessaire tous les X mois, X semaines, peu importe. On ne devrait vraiment pas avoir de soucis. Donc voilà, ça c'est déjà le premier bon point qui me plaît sur cette partie ergonomie. Concernant le TV lui-même, eh bien, je vous avais déjà dit que je trouvais l'intégration de la barre de son plutôt réussi avec ce choix de tissu acoustique ici gris qui est quand même très élégant. Ça change du noir. C'était pas inélégant sur le téléviseur Philips, mais je vous avais dénoncé un petit peu l'ajustement que Panasonic, en noir avait. Enfin, Panasonic utilisait un tissu noir et j'avais également dénoncé d'une certaine manière l'ajustement qui était fait ici au bas de la dalle par rapport à justement la partie barre de son, je vais y arriver. La partie barre de son légèrement décalée par rapport à la dalle. Je trouvais ça, je trouvais que c'était un petit peu dommage. Là, ici, il n'y a absolument pas de faute de goût sur ce sujet-là. Tout est parfaitement aligné. Le téléviseur, il repose sur des pieds ici en forme de losange et on n'est pas sur le plat du losange. On conserve bien la forme de ce losange. On pourrait presque y voir un logo Renault. Bon, j'exagère un peu, mais en tout cas, voilà. Il repose donc sur la tranche, ce qui est quand même un petit détail, mais c'est assez élégant. En revanche, vous avez compris, puisqu'on a ici une barre de son, il n'est pas question d'envisager de lui poser juste devant une barre de son et d'avoir suffisamment de réserve. Si jamais vous envisagez d'acheter ce téléviseur, sachez que l'on est à quelque chose comme 6 cm, 6 cm et demi ici jusqu'au bas de la dalle et on est environ sur 7, 7 et demi sur le bas de l'écran. Et puis on a quand même des pieds à l'avant qui dépassent de mémoire d'environ 13,5, 14 cm. Donc il faut avoir ça en tête. Si vous envisagez de positionner une barre de son, il faudra le faire plutôt bien devant le TV. Et puis le dernier truc que j'avais déjà commencé à aborder, je dis quand même, il y a un point qui est important pour la barre de son. Si jamais vous pouvez la positionner, sachez qu'on est sur environ 78 cm d'écartement entre les deux pieds. Donc voilà. Donc comme j'avais commencé à le dire, le gros truc, c'est naturellement l'Ambilight. Ici, on n'est pas sur la dernière version, la version la plus haut de gamme de l'Ambilight 4 côtés, je l'ai dit, réservé aux téléviseurs LCD mini LED, mais on est néanmoins sur un Ambilight à 4 côtés aussi, que l'on va pouvoir régler selon les différents modes qui sont proposés avec une touche d'accès direct sur la télécommande. Je presse, hop, ça m'ouvre ici ce volet style Ambilight. Je peux l'activer ou le désactiver très rapidement. Je m'en remets ici au style Ambilight IA, donc l'intelligence artificielle encore elle, mais on a aussi de la sélection du style manuel pour un mode standard, sport, cinéma,
jeux, musique ou couleur fixe. Naturellement, là, sur le côté gauche, ça ne bougeait pas beaucoup parce qu'il faudrait que je ressorte ici pour que l'effet de ce feu de cheminée soit un petit peu plus parlant. Est-ce que ça a réellement beaucoup progressé au fur et à mesure des années? Je pense que si on reprend un très ancien téléviseur, on va se dire qu'il y a quand même quelque chose qui opère. Mais surtout, on faut quand même se rappeler que l'Ambilight, eh bien, c'est la fonction mise en avant par les équipes de Philips TPvision et que forcément ça ne s'arrête pas là pour les réglages de l'Ambilight. Néanmoins, il faut aller ici dans le menu paramètres puis sélectionner Ambilight pour retrouver le premier volet que l'on avait ici, mais aussi et surtout, eh bien, ajouter de la personnalisation. Donc là, je peux avoir un style adaptatif pour le réglage de luminosité. On va prendre quelque chose d'autre. Par exemple, si je me mets ici en mode cinéma, donc le réglage, je reviens ici, adaptatif pour la partie luminosité ou alors je peux le laisser à fond, c'est tout simplement si je veux plutôt avoir un effet doux, c'est intéressant parce que l'idée c'est bien d'avoir cette fonction mais il faut pas non plus que ce soit trop énervé. La dynamique également du système, ici elle est plutôt en mode lent mais on peut aller jusqu'à quelque chose d'ultra rapide. Alors là aussi, si jamais vous êtes épileptique, eh bien ça va pas être génialissime. Voyons un peu ce que ça donne si je referme ici le volet. Vous voyez que ça commence à faire quand même beaucoup de manipulations pour en ressortir. Ok, on a bel et bien quelque chose de beaucoup plus clignotant. Pas sûr que ça convienne à tout le monde. Je vais retourner désormais chercher ici affichage et son Ambilight. J'aimerais bien avoir un raccourci, je l'ai pas trouvé. Et ensuite, eh bien, on a cette Ambilight Suite qui là va vous donner accès à d'autres fonctionnalités, dont certaines néanmoins assez amusantes, comme celle-ci qui est la fonction Sleep. Sélectionnez un thème avec la couleur et le son Ambilight ou personnalisez le vôtre pour vous endormir. Et là, eh bien, je peux lui dire, je veux me mettre dans un mode feu de camp, choisir une couleur, voilà, un feu de camp, c'est plutôt cette couleur-là, et puis dire, là encore, je veux plus ou moins d'intensité lumineuse pour le point de départ, et ensuite lui indiquer une durée de ce fameux feu de camp. Je valide, et puis hop, je lui dis, je veux pouvoir m'endormir en tout cas que le téléviseur assure cette phase d'accompagnement pour le sommeil avec ses fonctions feu de camp. On a la pluie, on a la forêt tropicale, on a la plage tropicale, cascade également. Est-ce que je peux aller vous chercher et voir un petit peu ce que ça donne? Voilà, démarrer. On va voir tout de suite ce que ça va donner de ce côté-là avec le feu de camp. On entend des petits crépitements. Alors du coup, c'est plutôt une image fixe, sans doute pour ne pas créer trop d'effets dans la pièce. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie Sleep, mais vous allez également avoir cette fois-ci la partie Sunrise qui est associée, elle, au réveil. Et là aussi, eh bien, vous allez pouvoir choisir de l'activer, de le désactiver avec une heure. Et puis ensuite, vous allez pouvoir choisir le thème d'ambiance. Conditions météo, animaux, architecture, art abstrait, espace, nature, nature morte, paysage urbain, classique, photo de rue ou sport. Et si jamais par exemple je vais choisir photo de rue, je reviens, je choisis également une musique. C'est parti. Voilà, on en a quand même pas mal de disponibles. Allez, on va prendre celle-ci par exemple pour la démonstration. Je reviens et je peux donc choisir à quel volume je vais définir ce volume du réveil. Donc hop, voilà, c'est plutôt assez fort pour qu'on puisse l'entendre. Ça sera des réglages qu'il faudra faire. Et puis là, c'est parti, aperçu. Voilà. Et donc ça devient, votre téléviseur devient un réveil avec la température, on l'a vu, le ciel qui était, c'est des conditions météo ici fictives, mais on voit donc très rapidement qu'on a la température, ciel clair, pression, humidité, l'heure du lever du soleil, la température pour les différents jours de la semaine, aujourd'hui, etc. Là ici, je vais supprimer cette alarme. Et puis ensuite, vous avez le mode lounge qui là va être un mode qui va vous permettre de créer une ambiance à la maison. Vous allez recevoir des gens, peu importe, vous souhaitez utiliser le système Ambilight de votre téléviseur pour vous créer une ambiance lumineuse, c'est naturellement possible. Je profite toujours
eh bien, en étant ici sur ces quelques menus pour me souvenir de ce qui s'était passé, enfin de ce qui se passait par le passé sur ce téléviseur, sur ces fonctionnalités Ambilight, on avait la possibilité de créer d'autres choses comme les drapeaux, par exemple. Lorsqu'on avait une rencontre sportive, on pouvait utiliser le système Ambilight pour projeter par exemple le drapeau de la France ou le drapeau du pays pour lequel on supportait une équipe. Et puis là, ça semble avoir disparu. Alors vous avez quelques options de réglage, la possibilité également de faire varier l'intensité du système sur la face cette fois-ci inférieure, définir, améliorer peut-être le résultat en définissant la couleur du mur pour que lui puisse se réadapter. Et ensuite, on a un dernier petit truc qui est le fondu en fermeture du téléviseur. Ça peut être pratique si jamais, par exemple, vous avez un grand salon, vous éteignez le téléviseur et vous souhaitez que le système Ambilight fasse un peu office de petite veilleuse le temps que vous rejoignez un interrupteur ou que vous sortiez de la pièce, par exemple. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité, un petit gadget, mais il semble quand même, je trouve, que certaines fonctionnalités aient disparu ici de ce système Ambilight. Et alors cet accès-là, je ne le trouve vraiment pas très rapide. Donc je ne sais pas s'il y a une manière plus rapide d'y accéder. Je ne l'ai pas trouvé et puis surtout, je ne comprends pas que Philips, finalement, n'ait pas derrière cette pression sur la touche ici Ambilight, proposer dans ce menu-ci un mode avancé qui tout simplement nous mènerait vers toutes les fonctionnalités dédiées à cet Ambilight. Sur la qualité de l'image, là clairement Philips profite, bénéficie, exploite toutes les performances de cette dalle White OLED de 4e génération et il profite cette fois-ci des évolutions de LG Display, à commencer donc par ce boost de luminosité qui ne passe pas inaperçu sur tous les contenus visionnés, et c'est peu dire. Oui, je vous l'ai dit, chez Philips, on aime nous traiter des images avec des choses pour overbooster le tout. Et comme on aime bien en mettre plein la vue, ça passe souvent aussi par une approche donc un peu chargée du côté du traitement de l'image, comme je vous le disais en intro. Mais bon, si jamais vous débarquez sur ce chapitre, au moins je vous le redis. Donc chargé sur la logique de traitement, mais aussi sur toutes les logiques de luminosité et de couleur. Il faut que ça chante, quoi. Alors pour tenter d'illustrer le propos, en plus de ce que j'avais vu sur l'événement Philips qui s'était tenu à Barcelone, durant lequel on avait eu des démonstrations, où j'avais déjà commencé un petit peu à dénoncer le traitement parfois un peu chargé, comme je le disais, sur la partie couleur notamment, j'ai ici ce Blu-ray de Spears & Monsil et la boucle que vous connaissez bien, que je peux également lancer en BT709. Alors là, le téléviseur, on va le vérifier, il est bien en HDR Filmmaker Mode puisque je suis sur le menu d'accueil du Blu-ray, mais dès que je vais lancer la boucle, on va voir qu'il va basculer tout de suite en mode filmmaker. Alors, pour tous ceux qui aiment justement s'en remettre à l'appréciation du constructeur sur le signal et ce fameux AI Gamut Enhancer qui, vous allez le voir, en fait, prend un nom plus francisé, entre guillemets, sur les menus du TV, on peut voir que là, je suis bien retombé en mode filmmaker. Vous avez également la consommation qui s'affiche et puis surtout, j'ai ces différents modes d'image. Alors, si vous utilisez que les modes filmmaker ou Home Cinéma, ça donne à peu près ça. On voit que le mode filmmaker rejoint une image légèrement un tout petit peu plus chaude, c'est néanmoins assez lumineux, et puis le mode filmmaker est légèrement plus froid et un petit peu plus lumineux. Dans les détails, ça va donner lieu à des réglages un petit peu différents, notamment ici avec ce fameux optimisation du niveau de luminosité et de zone sombre que je vais juste désactiver ici, histoire de ne pas se contraindre, entre guillemets, aux conditions d'éclairage de ma pièce. Ensuite, c'est dans cette partie contraste que l'on peut voir que la luminosité maximale est sur le mode arrêt, ce qui justifie une nouvelle fois que l'on n'est pas sur du contenu HDR et que la partie amélioration des contrastes, donc cet optimiseur de contraste est également en mode arrêt. En revanche, lorsqu'on bascule ici dans la partie couleur, il est là, ce AI Gamut Enhancer qui s'appelle donc ici optimiseur de gamme. On a un mode de base où il va se comporter d'une manière plutôt discrète, entre guillemets, et en fonction des contenus. Alors là, je suis quand même sur un contenu Blu-ray extrêmement bien travaillé avec un énorme débit, etc. Sauf que là, du coup, on voit que je suis bien en 24p SDR BT709. Voilà, j'ai pas plus d'informations que ça, notamment sur les logiques de luminosité. Et puis, j'ai également un mode adaptation
par l'IA. Donc je vais le laisser ici juste en mode de base, je vais revenir et on va voir que je ne peux pas toucher à grand chose d'autre. Je pourrais réactiver le capteur de température de l'éclairage de la pièce ou choisir manuellement d'aller vers quelque chose de plus froid sur mesure. Vous voyez quand même qu'on est sur quelque chose de pas très agréable. En tout cas, moi, j'aime pas. Et on va rester pour ma part plutôt ici sur le chaud. Ou donc m'en remettre ici au capteur. Ça aussi, je laisse désactiver pour l'instant. Là où j'en revenais, pardon, j'avais commencé à vous parler de l'appréciation de l'image à la Philips. Eh bien, pour le constructeur, leur patte, leur touche, eh bien, c'est le fameux Crystal Clear. Et alors là, accrochez-vous parce que je pense qu'on va avoir une petite différence. Alors, non seulement c'est ultra froid, c'est certes, c'est certes très très piqué. Je pense que vous le voyez hein, dans la partie, ne serait-ce que dans les parties ici des montagnes, c'est vraiment un fort ajout de netteté et puis un boost également très important de luminosité. Là par exemple la luminosité elle bascule à 247 watts au moment ici si j'en crois mon capteur, et si je bascule en mode home cinéma, hop ça chute à 134. Donc vous voyez que j'ai un contenu SDR qui est complètement retravaillé et peut-être que ça plaira à beaucoup de monde, hein, mais c'est du coup j'imagine dans cette partie luminosité ici qu'elle va être en mode maximum. Donc en fait, vous voyez, on est vraiment sur une logique de conversion et là tout est activé en mode IA, y compris l'amélioration des contrastes dont je vous ai parlé. Mais aussi, hop, si je reviens ici sur la partie couleur, eh bien on voit que l'optimiseur de gamme est non seulement disponible cette fois-ci, réglé sur le mode adaptation par l'IA. Tout à l'heure, je vous avais juste mis le mode de base. Et quand on active ce mode adaptation par l'IA, on a désormais ensuite le choix entre trois réglages qui sont ce mode naturel, le mode équilibré ou le mode éclatant. Et alors je vais juste relancer la lecture pour qu'on aille chercher quelque chose de peut-être plus visible encore, qui va, je pense, oh là 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 là, qu'est-ce que ça pique. Regardez un petit peu cette image, c'est très 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 artificiel. Je sais pas si on le voit très très bien, alors je vais recentrer un peu la caméra, je sais pas si on le voit très très bien, mais ce vert ici est proche du vert fluo. Alors si je mets quelque chose de plus équilibré, non, ça revient pas en fait, ça revient pas, tout est tellement saturé que c'est complètement du délire. Alors, et vous voyez sur ces images que là on est sur quelque chose de complètement artificiel, hein, avec même sur cette zone-là, tout est très débouché et ça provoque un bruit numérique et même presque des effets de postérisation qui sont pas agréables du tout. C'est superficiel, c'est trop travaillé, ça en demande trop à la dalle et pourtant, attention, je suis ici sur un contenu Blu-ray. Donc imaginez avec des sources un peu plus dégradées, de la TNT, etc. L'interprétation va être encore moins bonne, je pense. Et là, il y a beaucoup de choses qui sont mal travaillées à l'image, en tout cas dans ce mode préférentiel. On va avoir une autre image qui va me permettre également d'aller vous montrer, regardez ça c'est complètement fluo, ça n'a plus aucun sens. On est au-delà même de ce que fait le HDR cette fois-ci, puisque je suis à 296 watts ici, c'est du délire. 296 watts, j'ai pas la possibilité de mesurer la luminosité qu'il en ressort, mais là naturellement que c'est plus pétant encore que la boucle qui est en mode Dolby Vision. D'ailleurs au montage je pense que je vais vous afficher les deux pour les comparer. Alors ok, donc là je suis dans le fameux mode HDR, le mode Crystal Clear. Alors ok, là comme je l'ai dit, je suis dans le mode Crystal Clear et on peut en ressortir, hein. C'est pas le réglage justement en mode sortie de carton et c'est absolument ce que je vous recommande, c'est d'aller chercher plutôt ces modes Filmmaker. Et donc désormais la consommation ici elle est plutôt à 123 watts, mode Filmmaker que je vais volontairement donc réinitialiser. Voilà, bon, ce qui va se passer c'est que la consommation elle baisse, je suis désormais à 83,55 parce qu'il faut que j'aille ici et que je vienne donc couper encore une fois ce capteur de luminosité ambiante. On va retrouver les informations comme quoi l'optimiseur de contraste est arrêté. Ici, je peux aussi couper cette logique de détail des zones sombres. Vous le voyez peut-être ici à l'image ce qui se passe. On a un léger petit pop lorsque c'est activé, ça débouche ici ces zones de manière artificielle en venant notamment tirer un peu sur le gamma. Voilà, donc ici
on peut le couper. Et l'autre sujet étant, quand je reviens donc cette fois-ci sur la partie couleur, j'ai bien l'optimiseur de gamme qui est arrêté. Et c'est là donc que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, si vous êtes sensible à ces choses-là, activer le mode de base. On voit que l'impact est pas énorme, ça, on voit quand même qu'il y a une petite différence ici. Le vert s'en retrouve un petit peu plus saturé, mais bon, on a un petit boost qui, le fait de jouer sur les teintes, renforce un petit peu cette sensation de netteté, et on voit que je passe d'une consommation désormais, si je coupe ici, hop, la conso rafraîchie, on est à 122 watts, et si je l'active, hop, on passe à quelques watts supplémentaires parce que voilà, on booste un petit peu la sensation de netteté avec le gain de couleur, enfin le petit boost de couleur qui est apporté, et également ça rapporte un petit peu de la netteté. C'est ce que j'expliquais aussi quand on a des contenus Dolby Vision IQ. Le Dolby Vision IQ va lui renforcer également sa netteté en appliquant des traitements sur ce fameux tone mapping. L'adaptation par l'IA, eh bien là vous l'avez, vous voyez tout de suite que là aussi, boum, ça devient très très flashy dans la partie couleur. Et là, hop, je reviens et c'est ici que je peux choisir d'avoir un mode naturel, équilibré. Donc là, on est sur quelque chose à naturel, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Un mode équilibré et ce fameux mode éclatant où ça devient complètement fluo. Et c'est là que les fameux algorithmes vont intervenir pour identifier plus ou moins bien toutes ces choses-là. Je vous l'avais dit, dès la présentation, j'avais un peu dénoncé le caractère parfois un peu trop criard du rendu. Et puis parfois, ça rend plutôt pas mal du tout. Parce que c'est des algos. On appelle ça l'intelligence artificielle, etc. Ok, il y a peut-être des logiques de NPU là-dedans, mais les puces, elles sont de toute façon entraînées, ou en tout cas elles embarquent des bases de données qui sont faites pour identifier des visages, identifier un œil, identifier des cheveux, identifier une voiture, identifier un bâtiment, identifier une banane, identifier une carotte, un lapin, bref, un chien, peu importe. Et c'est comme ça que depuis des années, eh bien, toutes les marques y ajoutent une forme de traitement. Chez Sony, on nous appelait ça le Bravia Cognitive Processor. Le truc était capable de nous offrir la juste interprétation de l'image, etc. Chez Philips, on voit qu'il y a quand même des éléments où, grosso modo, cette IA est plutôt tranquille. Elle ne charcute pas trop. En tout cas, elle ne tente pas de sublimer. Alors, sauf que c'est un petit peu trop sublimé, du coup ça devient pas sublime, ça devient juste artificiel. Elle ne tente pas de faire tout et n'importe quoi avec tout et n'importe quoi dans la vidéo, donc c'est plutôt un point qui est intéressant, mais quand même, selon moi, je trouve que pour l'instant c'est globalement assez inégal. Et on voit que le constructeur avance toujours dans cette direction avec cette même envie. Et finalement, c'est un peu le leader de la bande sur certains de ces sujets liés à l'IA. Depuis un moment, sur la chaîne, je vous en parle de ces constructeurs qui, là j'en reviens plutôt à une forme d'analyse globale. Et quand je vois ce qui peut passer parfois sur le Discord, sur les inquiétudes, sur la fluidité, etc., je pense en avoir régulièrement parlé aussi et abordé ce sujet-là bien en détail sur les tests de Pana. Mais on voit que beaucoup d'entre vous déjà ne tolère plus certains phénomènes, par exemple associés au contenu 24p, l'effet de saccade, etc. Vous voulez des trucs fluides. Et on sait que toute cette approche-là, ces algorithmes, etc., sont de plus en plus présents. Et pour moi, Philips a toujours mis vraiment ce message très en avant, mais ils ont été rattrapés par d'autres marques, y compris Sony et Panasonic, qui ont aujourd'hui des modes film ou des modes cinéma qui sont bien chargés en IA, qui ont des courbes de tone mapping qui sont au-dessus des logiques de courbe de référence de cette courbe PQ. On voit qu'il y a du travail qui est fait pour déboucher les zones sombres de l'image, aller au plus loin dans les zones lumineuses exactement pour, idéalement pour aller reproduire également les contenus les plus lumineux ou booster, j'essaie d'arrêter avec les anglicismes, ou augmenter tout simplement plus ou moins artificiellement des contenus SDR vers du HDR, ce que nous fait ici. Bref, il y a un truc qui est pas franchement en accord avec ce que va attendre le cinéphile un peu aguerri, mais force est de constater que, en fait, tout le monde y vient, grosso modo, parce que les consommateurs semblent avoir envie de ce truc-là, qui, je trouve, moi, se rapproche quand même dangereusement des modes magasins. Bon, chez Philips,
on est désormais là-dedans depuis un petit moment, et parfois, comme je l'ai dit, c'est un peu too much, enfin c'est un petit peu trop, ou parfois ça fait plutôt bien la blague. Et quand on a une dalle comme celle-ci qui est lumineuse, qui permet, alors lumineuse au sens la fameuse mire blanche que l'on voit dans les mesures et qui, je vous le dis ici, dépasse les 2 nits, je vais y revenir dans un instant, mais elle est aussi lumineuse sur le peps que ça apporte dans les couleurs. L'inconvénient aussi, c'est que l'OLED, sublime aussi certains défauts, ces fameux effets de saccade. Mais là aussi, voilà, je vais y revenir. Bon, heureusement, de toute façon, tout ça, ça peut être désactivé finalement plus ou moins facilement. Chez Philips, c'est vrai que tout n'est pas parfaitement accessible. Et donc, il y a des choses qui demandent de parcourir pas mal de menus pour y arriver, mais ça le fait. Et puis, j'ai pas accroché non plus avec le mode cinéma de l'OLED Plus 910, qui clairement, pour moi, en fait des caisses, justement, avec cette amélioration des contrastes et le rendu vraiment trop saturé. C'est trop froid, et c'est pareil pour le HDR Crystal Clear que je vous ai montré. Pour moi, c'est pas des modes que j'ai envie de vous recommander, mais si vous kiffez, si vous appréciez, etc., n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires, d'autant que on a de la patate dans la dalle, et ça va vous permettre peut-être de lutter contre certains phénomènes, même si on a ici une dalle LG Display avec ce filtre Vanta Black, etc. On a perdu le pied pivotant central qu'on pouvait avoir chez certains modèles du constructeur, et donc du coup, c'est vrai qu'il va falloir de la ressource peut-être pour contrecarrer aussi certains de ces reflets. Ou alors on va baisser les stores, tirer les rideaux, fermer les volets, ce genre de choses. Et pour ma part, donc j'en reviens, moi, le rendu trop froid de ce mode cinéma ou Crystal Clear, ça me convient pas. Et pour le coup, j'ai même pas eu besoin d'attendre les mesures qui, bien entendu, m'ont confirmé que la fidélité des couleurs était à côté de la plaque. Genre, on est à un Delta E 2000 max qui doit être aux alentours de 11 pour la dérive. Enfin, c'est quand même significatif. Donc vous avez compris que clairement, toute cette partie IA n'a pas ma préférence pour ce mode filmmaker. C'est sûr, on n'est pas aussi bon que chez Pana avec le Z95B que j'ai testé donc dernièrement, mais on reste sur un Delta E 2000 moyen qui accuse une dérive inférieure à 3, ce qui le place donc parmi les bons élèves. Et puis, je prolonge un petit peu, je me suis amusé à éprouver le process de calibrage qui m'est rendu possible avec les outils qui me sont mis à disposition par les équipes de Portrait Display. Les choses ont été légèrement améliorées sur la partie HDR. Le process est un peu différent de ce que j'ai pu voir sur d'autres. Je pense que c'est encore un petit peu perfectible, a fortiori pour ce modèle qui date de 2025. Encore une fois, il y a un travail entre les équipes, les constructeurs et l'éditeur, donc entre Philips ici en l'occurrence et les équipes de Portrait Display. Mais voilà, le téléviseur a quand même plutôt bien fait son job. Je me retrouve avec quelque chose qui est quand même un peu meilleur. En revanche, là où je vous disais que sur la partie SDR, dans le mode cinéma, ça ne va pas, en sortie de carton, il accuse quand même une luminosité un petit peu trop importante. Et puis, c'était pas le tout, parce que du coup, pour le mode SDR, c'est bien mieux. L'image, y compris en mode filmmaker, j'y reviens, je vais parler du mode cinéma, mais en mode SDR filmmaker, l'image est trop chaude, avec une température moyenne des couleurs qui est à 6145K. Le gamma et l'échelle de gris sont pas top. Donc en post-cal, cette fois-ci, donc post-calibrage, avec une luminosité que j'aime bien. Chez moi, j'aime bien la caler aux alentours des 120 nits. Pré-cal, c'est peut-être un peu plus pour atteindre post-cal, donc ce niveau de luminosité, mais voilà, c'est ce que j'obtiens en fin de calibrage, 120 nits, avec cette fois-ci un delta E qui passe de 2,7 à 0,29 pour l'échelle de gris. Autant vous dire que ça n'a absolument plus rien à voir. Et pareil pour la balance des couleurs, la balance RGB qui est parfaite. Sur le Delta E, en revanche, sur le Delta E moyen 2000, Delta E 2000 moyen, on n'a pas une énorme différence. Je suis sur du 1,56. C'est pas très loin de ce 1,67. Mais si vous regardez ce qui se passe du côté du début de ces mesures-là, avec ces fameuses mesures du blanc et donc cette échelle de gris, on voit que c'est quand même naturellement beaucoup mieux une fois que le téléviseur a été calibré. On a regardé du Blu-ray, très cool, ça marche bien, et qu'est-ce qu'il en est des contenus qu'on pourrait regarder sur YouTube, sur Netflix, sur les différents services de streaming, etc. Bon, voilà, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas eu de soucis non plus. C'est quand même bien dynamique, on est sur une base qui est solide, et donc ça se passe bien. Mais là aussi, sachez que pour ma part, j'ai tout désactivé, ce qui est lié au
traitement de l'image. Alors pas tout, je vais y revenir dans un instant, mais franchement, si certains sont propriétaires de ce téléviseur et qu'ils veulent partager leurs bons tuyaux dans les commentaires sur l'emploi des fonctionnalités liées à l'IA, bah allez-y, parce que moi, il y en a tellement que ça m'a filé des boutons. Optimisation de la luminosité, optimisation des détails dans les zones sombres, optimisation de la température des couleurs, optimisation HDR, amélioration des contrastes, optimiseur de gamme, optimiseur de la température de couleur ambiante, amélioration de la texture, optimisation des mouvements de l'IA. Il y en a, mais partout. Et je trouve que c'est quand même un peu abusé. Alors oui, on va pouvoir les désactiver. Et oui, peut-être que certains d'entre vous s'éclatent vraiment à les tester et à trouver le juste réglage. Et alors là, mais allez-y, lâchez-vous, donnez du... conseillez-moi même, j'ai envie de dire, parce que moi, c'est trop, franchement. Allez regarder des trucs. Bon, voilà. Heureusement, comme je l'ai dit, c'est assez simple à gérer, surtout que, alors si, il y a quand même un point, c'est que surtout que tout n'est pas parfaitement légendé. J'y reviendrai juste après, mais c'est quand même un petit sujet sur lequel Philips devrait commencer à travailler. Donc il y a ceux qui vont aimer ça, c'est clair, du côté de chez Philips, visiblement, ils adorent ça, mais voilà, si vous avez des petites choses à recommander, n'hésitez pas. Bon, là où j'avais commencé à dire que c'est plutôt... mais heureusement, comme j'ai commencé à le dire, eh bien, certains trucs sont assez simples à gérer, et des trucs, comme je le constate, de plus en plus essentiels, à commencer par le moteur de compensation de mouvement. Alors attention, il y a 6 modes qui sont proposés: arrêt, cinéma pur, film, standard, fluide et préférentiel. Ce dernier mode, c'est le mode préférentiel, c'est le mode un peu personnalisé. Il va vous donner accès à 2 sous-réglages manuels, la fluidité et la réduction du flou. Le premier, c'est le mode arrêt. Bon, lui, clairement, il risque de vous irriter dès que vous aurez des contenus 24p, mais pas seulement, parce que si vous coupez totalement la compensation de mouvement, c'est un téléviseur OLED sur du 65 pouces, ça va piquer avec des fortes saccades, et le fait que, vous ayez là la comparaison avec de fortes saccades, et de fait, vous avez là la comparaison des modes cinéma pur, film, standard et fluide. J'imagine, et vous aurez compris la logique, mais on y va crescendo. Le mode cinéma pur, il intervient à peine et on aura des rendus 24p qui, je le sais, vont peut-être encore en faire flipper bon nombre d'entre vous, et puis pour certains, ce sera tout à fait tolérable. Le mode un peu au-dessus, le mode film, moi me convient déjà. Voilà, c'est quelque chose qui est supportable, ça réduit pas mal le tearing sans donner l'impression d'une image trop fluide, un petit peu artificielle, un petit peu trop caméscope. Mais si c'est pas encore assez élevé, vous pouvez augmenter et aller vers ce mode standard. C'est assez amusant d'ailleurs qu'il s'appelle comme ça. Et lui, on est aux portes un petit peu de l'artificiel. Ça fait encore bien le job. Et c'est, pourquoi pas, quelque chose qui peut vous donner un certain confort. En fonction, là encore, des contenus que vous avez regardés, vous allez pouvoir solliciter ce mode standard sans avoir l'impression, encore une fois, que c'est beaucoup trop soap, voilà, ou beaucoup trop effet caméra ultra fluide. Pour vous l'illustrer autant que possible, et j'espère que ça marche, dites-moi si ça fonctionne d'ailleurs chez vous, parce que le temps, vous savez que ce temps que me prend, c'est un peu bête, mais en tournage et en montage, le temps que me prend ces petits split screen est assez considérable. Donc si ça marche pas, je tapais dans le micro, donc si ça marche pas, ces split screen, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je sais pas si j'arrêterai ou pas, parce que moi j'ai l'impression que ça fonctionne, en tout cas quand je suis au moment du montage, mais peut-être qu'une fois que c'est sur YouTube, c'est moins visible. Bon, j'en reprends donc cette scène de ma série La Défense Lincoln sur Netflix. C'est un contenu Netflix avec cette scène où ça part du pont, les lumières spéculaires dans un premier temps qui créent un petit peu d'effet de saccade si jamais le moteur de compensation de mouvement n'est pas assez efficace, pour enchaîner ensuite sur ce panorama extrêmement chargé en détail à l'arrière-plan avec une colline pleine de maisons, et à l'avant-plan ensuite avec des éléments plus verticaux, les rideaux, etc. Et là on voit que la compensation est intéressante, sans pour autant aller complètement dégrader cette œuvre. Je vous rappelle qu'on est là sur une série avec une compression pensée pour le streaming, on est sur du 15 ou du 17 mégabits pour de l'Ultra HD, HDR, donc forcément qu'il faut faire des concessions. Mais pour autant, avec le moteur en mode standard, je trouve que ça fait plutôt correctement la blague. Donc dans l'ensemble, c'est déjà assez impressionnant ce que nous livre cet OLED Plus 910, et quand on a
En plus de cette image, eh bien, l'effet Ambilight qui s'incruste un petit peu à la fête, bon, on est dans une configuration qui est quand même pas mal du tout. Alors, dans mon espace de tournage, c'est pas idéal parce que l'Ambilight 4 côtés sur la partie basse, elle est pas parfaitement reproduite parce que justement, c'est un élément peut-être, c'est quelque chose auquel Philips aurait peut-être pu penser, ou je sais pas pourquoi, mais le fait que les pieds soient très bas, finalement, la diffusion de la lumière par le bas, on l'aperçoit quasi jamais, sauf à l'accrocher au mur, par exemple, ou sauf peut-être à les rehausser. Bon, là, peut-être que Philips aurait pu prévoir une position un petit peu plus haute, en se disant, j'intègre de l'Ambilight par le bas, il me faut des pieds en position haute, je suis en train de vérifier, mais non, j'ai pas de moyen de rehausser le téléviseur. Surtout qu'ils le savent, c'est quelque chose, au début, ils avaient retiré également l'Ambilight en position basse, parce qu'ils avaient ici le module au centre, en bas, au centre de la dalle, qui était le module pour la télécommande, et du coup, ça leur créait une forme de zone non éclairée dans cette projection Ambilight, et ils avaient dit, ouais, c'est un petit peu dommage, c'est des retours qu'on a eu, des COSO, c'était pas génial pour eux, donc finalement, on a enlevé le 4e côté, voilà. Bon, là, ils l'ont remis, mais ils vont pas... Ça va pas assez loin. Bon, après, moi, je vous cache pas que là, ici, derrière, il y a une Xbox, il y a la platine Blu-ray, le meuble, le TV est assez bas sur ses pieds. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Pour en finir sur cette partie qualité de l'image, je vous ai dit qu'on était sur l'OLED plus 910 parmi les modèles les plus haut de gamme, mais il y a un modèle plus haut de gamme encore, qui est l'OLED plus 950, qui utilise la puce P5 et i Dual Engine, cette fois-ci, Gen 9, et comme je vous le disais là encore à l'occasion de la présentation en début d'année, eh bien, sur les boucles de démo que j'avais bel et bien l'impression qu'on avait un processeur qui exploitait encore mieux cette dalle White OLED Gen 4, donc ces fameuses dalles à 4 stacks, avec des images qui étaient un rien plus lumineuses aussi, mais parfois plus nettes. Alors, forcément, j'ai pas l'OLED plus 950 ici pour comparer. Est-ce que Philips s'est dit, on va segmenter notre gamme avec un OLED plus 910 et un OLED plus 950 en mettant un processeur plus performant encore, un processeur un peu moins performant, et puis on va castrer un petit peu l'un par rapport à l'autre pour assurer une montée en gamme, non pas à moindre frais, parce que ça se fait de faire des montées en gamme, mais voilà, c'est une construction de gamme et une logique de construction de gamme qui leur appartient. Ou réelle différence y aura-t-il aussi, parce que finalement, comme j'avais commencé à dire, je n'ai pas l'OLED plus 950, mais ce qui est sûr, c'est que pour avoir vu désormais le nombre d'options qui sont mises à disposition ici, le nombre de traitements, de surtraitements, etc., je me demande si, encore une fois, lorsqu'on va se dire tout ce qui est artificiel, moi, j'en ai rien à faire, pour le dire poliment. Donc du coup, mon TV, je vais l'utiliser en mode filmmaker, quel que soit OLED plus 950 ou OLED plus 910, et verra-t-on une réelle différence? J'en sais rien. De la même manière qu'on va prendre un G4 et un G5, ok, on a plus 30% de luminosité sur le pic, mais est-ce que une fois qu'on est ramené à une utilisation avec des modes HDR en filmmaker ou en Dolby Vision, est-ce qu'on a vraiment des choses où c'est radicalement différent? C'est à vérifier. Je pense que vous m'avez compris, les écarts sont quand même souvent assez tenus, et plus spécifiquement ici, je me demande si entre un 950 et un 910 qui pour le coup utilisent vraiment la même dalle, est-ce que on aura une réelle perception de grosses différences? Mais si jamais vous êtes propriétaire d'un OLED plus 950, n'hésitez pas, espace commentaire, ou rejoignez-nous sur le Discord, parce que clairement, on a assez peu de personnes qui sont propriétaires de Philips, ça manque un peu. Donc moi, je l'ai là, j'ai été très occupé, donc j'ai pas pu beaucoup partager beaucoup plus de retours que ça. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez impressionnant sur cette partie TV, cette partie qualité de l'image. Accompagné, je vous le redis, je fais jamais d'enregistrement de la partie audio, mais sur l'audio, ça fonctionne bien. Peut-être que j'y viendrai aussi par d'autres moyens techniques. On va maintenant aborder la partie gaming avec là aussi des prestations très solides. D'abord sur le PC avec le 144 Hz en Ultra HD et du Counter-Strike. C'est dynamique et c'est surtout d'une netteté assez saisissante. J'ai cependant quand même eu l'impression que certaines fonctionnalités dans le mode gaming ajoutent une forme de latence, ou en tout cas qu'il se passe un truc du côté de l'électronique qui n'est pas là pour améliorer mes performances. Je m'explique, j'ai remarqué, j'en ai vu qu'il y a toujours une logique de mappage de ton HDR qui peut être désactivée
Auquel cas, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, auquel cas, lorsqu'il est désactivé, vous allez procéder à la configuration HDR au niveau de la source, une console, Xbox Series X par exemple, pour laisser ensuite faire le traitement HDG, qui est le HDR du gaming, et vous allez bénéficier comme ça théoriquement de la meilleure plage dynamique et de la meilleure interprétation et compréhension entre la source et la dalle. Et ensuite, on a les modes statiques ou les modes améliorés. Le mode statique n'apporte pas un boost significatif. Je dirais même que quand le HGIG est configuré, quand on passe du mode désactivé au mode statique, eh bien la différence est vraiment à peine perceptible. En tout cas, ça a été mon constat. Mais on a par contre, eh bien ce dernier mode qui est le mode amélioré, qui lui booste quand même un peu la luminosité. Et sauf que j'ai l'impression justement que ce que j'évoquais jusqu'à présent, avec ces pixels auto-émissifs, ultra réactifs et bien pétants, bien lumineux, j'ai l'impression que je le ressentais encore plus et que ça ne contribuait pas à la fluidité de l'image. Alors peut-être qu'on est sur un 144 Hz un petit peu bancal entre guillemets, mais bon, je pense pas spécialement. On est sur un panneau qui est quand même utilisé par d'autres et chez qui ça fonctionne bien. Mais il y a un petit quelque chose. Donc du coup, j'ai voulu vérifier ce que ça donnait du côté de mon boîtier de mesure pour l'input lag, qui me permet notamment de mesurer le temps de latence, c'est-à-dire le temps entre le moment où la prise HDMI reçoit un signal et le moment où la dalle l'affiche. Ce n'est pas le temps de réponse de la dalle. Je le redis, sur des technologies OLED, il est quasi nul. Et donc j'ai voulu le vérifier, sauf que en fait, cette fonction de mappage de temps, elle n'est valable qu'à partir d'un signal HDR, et ce n'est pas le signal que transmet mon boîtier. Donc du coup, j'ai pas pu activer et désactiver pour voir ce qui se passait. En revanche, je peux vous dire que avec mon petit boîtier, j'ai pu mesurer un input lag de 12 millisecondes, environ en 1080p à 60 Hz, ce qui se traduit par une latence à l'affichage qui sera imperceptible. Si jamais il y a des soucis de ce côté-là, cherchez plutôt de votre côté à vous, parce que sur du 12 millisecondes en 60 Hz, c'est très très bien, et puis elle sera de toute façon encore moindre, elle sera encore moins importante. On devrait plutôt chuter aux alentours des 7, 8, en tout cas à moins de 10 pour le 120 Hz. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sur ce qui se fait de mieux. Chez LG, par exemple, on est plutôt aux alentours des 9 millisecondes, identique également chez Samsung, mais 12, ça va très 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 bien. Alors pour en revenir à ce mode de mappage HDR, c'est aussi pour ça que je vous invite à réagir dans l'espace commentaire, parce que on sait que sitôt qu'on se parle de gaming, la sensation de fluidité, de performance, etc. sont étroitement lié à plein de facteurs. Mes performances, directement, c'est lié clairement à la qualité du réseau aussi, au moment où je joue, et puis au niveau des adversaires qui sont en face, surtout quand on se met à faire du Counter-Strike et qu'on n'en fait pas son métier. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que peu de testeurs, finalement, vous partagent des images de jeu. Il n'y a visiblement pas beaucoup qui osent se ridiculiser comme moi, en tout cas pas parmi ceux que je pourrais voir passer. Bref, ici, dans l'ensemble, je pense qu'on est quand même sur un OLED, et puis même au plus large sur le marché, je pense qu'on est quand même sur des OLED en 2025 qui livrent des expériences gaming intéressantes, valables. Elles reposent toutes sur un socle technique qui, aujourd'hui, est vraiment très solide. Mais j'ai quand même l'impression que sur ce Philips, il y a que l'expérience, elle est peut-être un tout petit peu en retrait par rapport à ce que peut proposer le LG sur le LED G5. Ça, c'était vraiment assez redoutable par rapport également à la sensation avec le Panasonic Z95B. Là, il manquait vraiment pas grand-chose. Et peut-être que c'est lié d'ailleurs aussi à la partie Game Bar. Alors la Game Bar, vous la voyez là, elle est quand même très... je pense qu'on peut la qualifier de minimaliste. On a quand même très peu de modes d'image. On a un mode d'image standard, on a un mode FPS à la première personne, et puis on a un mode ensuite qui est consacré au jeu, ou 30 ou 60 images par seconde. Je sais pas trop ce que ça vient faire là. Et puis ensuite, on a le choix d'un réticule, le choix également d'afficher des couleurs. Je pense que c'est plutôt pour des logiques de daltonisme. Bon, voilà, très bien, pourquoi pas. Et puis ensuite, on peut aller dans les paramètres et puis dérouler des options supplémentaires. Mais par exemple, on n'a pas d'option consacrée au jeu également où ça va vite. J'ai parlé de Counter-Strike, ça peut aller vite, mais c'est aussi et essentiellement la logique cette fois-ci de fluidité et de précision qui va être importante. Et puis on peut avoir un jeu comme Forza, par exemple, sur Xbox Series X cette fois-ci, où là, pour le coup, je me suis dit, là, il y a un truc, j'ai beaucoup plus de décrochage, le paysage autour de moi souffre de plus de tearing, il y a vraiment la sensation,
est pas aussi cool que ce que j'avais eu sur d'autres téléviseurs à technologie OLED et des technologies de panneaux comme celui de notre Philips ici. Donc il y a peut-être un petit truc qui aurait été cool sur la Game Bar, c'est si Philips nous avait prévu un mode consacré à ce type de jeu. Après, on peut aussi tenter de réduire un peu le phénomène en abaissant la luminosité. On sait aussi qu'il y a une fonction qui va permettre d'aller déboucher les zones sombres également pour faire ressortir un peu justement peut-être des ennemis qui seraient bloqués dans la pénombre. J'en ai déjà parlé 50 000 fois de tout ça. Voilà, donc dans l'ensemble, la base est solide, mais pour moi, je pense qu'il y a quand même un petit quelque chose qui fait que l'OLED Plus 910 est un peu en retrait par rapport à la concurrence. Mais encore une fois, si jamais vous avez un TV Philips, n'hésitez pas à nous partager vos retours parce que voilà, l'expérience gaming, c'est vraiment sujet à ce qu'il se passe à un instant. C'est pas comme un film où la répétabilité elle est facile. On peut faire regarder, refaire. Et puis, dans un jeu, alors oui, j'ai fait plein de parties de Counter-Strike, je pourrais jouer pendant des heures à Forza, etc. Et puis, pour le coup, mon constat a été plutôt celui-là. Forza, on est un peu limite. Après, par contre, j'ai joué aussi à Indiana Jones. J'ai pas joué beaucoup, mais c'est pareil. Je me dis, tiens, c'est marrant. Il y a cette logique de colorimétrie qui est assez sympa. Je retrouve un petit peu mes petits. Je retrouve les mêmes défauts où on voit que la Xbox Series X, elle génère un petit peu les éléments graphiques au fur et à mesure. Donc, on a parfois un rendu qui est pas foufou, mais c'est proprement lié à la console, je pense. Et puis, parfois, on se dit, tiens, c'est marrant. Il y a quand même un phénomène de décrochage qui ne passe pas inaperçu. Voilà. Je vais refermer ici quand même cette partie gaming. C'est solide, mais perfectible, selon moi, sur cette OLED Plus 910 de Philips. Bien, retour au coin du feu pour conclure le test de ce 65 pouces. Comme je l'ai dit, c'est du quasi haut de gamme. On va quand même appeler ça du haut de gamme chez Philips TP Vision. Et clairement, dans l'ensemble, ça a plutôt été une très bonne surprise. Le marché est compliqué. Ces marques, faut quand même se rappeler que ce constructeur adopte tous les ans les dernières générations qui sont mises à dispo sur le marché par LG Display. Donc il joue quand même une carte sérieuse à chaque fois. Et cette année, on a quand même 2 modèles qui sont dotés de cette dalle Meta 3.0, donc il n'y a plus les micro-lentilles, mais de cette dalle OLED de 4e génération, 4 stacks, primary ou OLED, primary, tandem, RGB, je sais plus dans quel ordre c'est. Bref, on a une belle télécommande, on a un produit qui est bien fait, avec une fluidité sur Google TV qui est quand même remarquable grâce à la présence de cette puce Pentonic 1000, une expérience gaming qui est peut-être pas parfaite, vous avez plus d'éléments qui s'affichent, qui est peut-être pas parfaite, mais qui quand même travaille plutôt bien. Peut-être que ce ne sera pas le hardcore gamer qui ira chercher ça, parce que justement, on n'a pas plus d'attention que cela fait aux gamers, finalement. On a une Game Bar qui est minimaliste, on n'a pas d'environnement gaming comme on peut l'avoir chez Samsung, comme on peut l'avoir chez LG, donc c'est peut-être pas à cette cible-là que ça va s'intéresser. Par contre, pour celui qui veut jouer de temps en temps avec sa Xbox, avec son PC, 144 Hz, ça fait très très bien la blague. Après, le cinéphile qui voudra avoir une image plutôt clean, plutôt fidèle à ce qu'il entend d'une reproduction cinéma, faudra aller désactiver la multitude de réglages dont je vous ai parlé pour obtenir quelque chose peut-être d'un peu moins fantaisiste, ou alors peut-être qu'il y a des trucs dans l'IA qui vous conviendront et vous diront, ah ouais, en fait, c'est super, moi ça me va, moi, ce mode cinéma comme ça, là, moi ça me va. Bon, allez, n'hésitez pas, là aussi, il faudra vous exprimer dans les commentaires. Donc globalement, pour moi, c'est une expérience qui est très sympa, et puis il l'ambilight, quoi. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, mais si c'était un phénomène qui n'intéressait qu'une petite portion de la clientèle de la marque, je pense que ce genre de truc se serait essoufflé. Et en l'occurrence, je l'ai vu encore cette année à l'IFA de Berlin, avec du Govee qui continue de renouveler cette gamme de produits avec différents form factors, des barres, des rubans de LED, caméra, pas caméra, et puis il y en a chez différentes marques. Bon, vous avez donc les plus, les moins qui se sont affichés, et pour résumer tout cela, dans les moins, vous voyez effectivement un moins qui est lié à la partie menu, et je vais vous l'expliquer parce que au-delà du fait d'avoir beaucoup d'options liées à l'IA qui est partout, c'est surtout l'absence de travail de la part de Panasonic que je dénonce ici. Tous les constructeurs, ou presque aujourd'hui, font des efforts pour légender un peu mieux les menus ou les rendre plus accessibles aussi. Je ne vais pas spécialement reparler de Google TV qui est intégré ici, je vous ai dit c'est très fluide, il n'y a rien à dire, ça fonctionne bien. En revanche, les menus
sur lequel le constructeur devrait et doit et a la main, eh ben c'est brut de décoffrage. On a des légendes qui sont sommaires, on n'a pas d'illustration graphique et, sauf erreur de ma part, pour accéder au mode d'image, il faut systématiquement presser la touche paramètres de la télécommande, puis aller chercher le réglage d'image pour ensuite choisir son mode d'image. Alors, il y a peut-être un raccourci qui m'échappe, auquel cas, mea culpa les gens, là aussi, vous pouvez le partager dans les commentaires. En tout cas, ce moins sur la partie menu ne concerne pas Google TV et d'éventuelles lenteurs. Allez, je vous réaffiche à nouveau ici les prix de cette gamme OLED Plus 910, 55, 65 et 77 pouces, 1999, 2499 et 3999 €. Il n'y a pas plus petit, contrairement à du LG OLED G5 par exemple, et il n'y a pas plus grand non plus, contrairement là encore à des produits de chez LG ou de chez Samsung par exemple. Allez, si d'aventure, de toute façon, vous souhaitez craquer, maintenant que je vous ai dit tout ça, voilà, c'est un beau téléviseur, il y a des choses qui sont perfectibles, eh bien, je pense que le plus pertinent maintenant, c'est d'attendre la période du Black Friday, Black Month, Cyber Monday, bref, patientez encore un petit peu, mais si jamais, eh bien, vous tombez d'ores et déjà sur des offres, vous pouvez passer par les liens d'affiliation qui sont sous la vidéo. Ça permettra de rétribuer mon travail avec une petite commission que je toucherai sur ces liens d'affiliation. Mais vous pouvez aussi venir sur le Discord pour consulter déjà l'avis de la communauté, si tant est qu'on est des utilisateurs de ce téléviseur ou d'autres qui peut-être vous permettront de vous réaiguiller vers d'autres modèles. Certains qui étaient peut-être en train de dire, je vais prendre un Philips, finalement j'ai vu celui-là, je préfère ça ou pour telle raison. Pourquoi pas également continuer d'échanger avec moi. Et dans le Discord, eh bien, vous retrouverez surtout un canal qui est dédié à la comparaison, à la comparaison de prix, oui, mais là aussi, c'est du lien d'affiliation. C'est-à-dire que vous allez coller une URL que vous allez prendre sur n'importe quel site de vente en ligne ou presque, vous prenez l'URL de votre produit Philips, vous la collez dans ce salon et puis vous avez le petit bot qui fait son job et qui vous ressort un tableau de comparaison de prix. On met pas le nom du produit, on met un lien et normalement, si tout se passe bien, eh bien, il vous ressort un tableau de prix. Alors, il peut y avoir des ratés, c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est mon partenaire qui se charge de ça. Naturellement, vous achetez, je touche une petite commission, mais sachez que pour vous permettre d'accéder également à ce service, eh bien, je reverse moi-même également une commission à ce prestataire de service qui m'envoie des factures de temps en temps, s'il y a des achats qui sont faits ou pas. Alors, pour l'instant, il y en a assez peu, mais c'est un petit peu l'engagement que j'ai pris moi envers eux et que j'ai pris également pour vous. Voilà, je ne me reste plus maintenant et bien qu'à vous dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous l'avez vu, on a du Bravia 8 M2 dans les cartons. On a également du TCL C9K, du Samsung S90F, du LG OLED C5. Il y a de quoi s'occuper. Allez, je vous dis à très très bientôt donc pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.